Bonjour à tous et à toutes. Chers invités, merci beaucoup d'être ici si nombreux à la résidence. Je vais bien sûr tout de suite céder la parole à Monsieur l'ambassadeur François Labrune, qui a la gentillesse d'accueillir une fois encore à la résidence la journée du droit. Je vous rappelle que cet événement sera sans interprétariat, donc les intervenants parleront soit en français, soit en anglais. Il me fallait vous le rappeler. J'espère que ils vous seront utiles et que vous y trouverez un intérêt. Je pense qu'on va certainement apprendre beaucoup de choses sur l'intelligence artificielle et ses liens avec la criminalité d'une part et les institutions judiciaires d'autre part. Après les mots d'ouverture de Monsieur l'ambassadeur, nous aurons le plaisir d'écouter les prestations orales des deux lauréates ex aequo d'un concours d'éloquence qui a été mis en place avec le lycée français. Mais voilà, je donne d'abord tout de suite la parole à Monsieur l'ambassadeur François Labrune. Merci beaucoup Marie, Excellence. Mesdames et messieurs, monsieur le procureur général, mesdames et messieurs les magistrats, mesdames et messieurs les membres des cours et tribunaux internationaux et nationaux, je suis très heureux de vous accueillir à nouveau cette année pour la journée du droit. Alors comme je l'avais dit lors de la précédente édition, cette journée du droit, comme maintenant certains d'entre vous évidemment le savent, a pour origine la nuit du droit, qui avait été lancée il y a quelques années par le président du Conseil constitutionnel français, Monsieur Fabius, Laurent Fabius, qui souhaitait contribuer à rendre plus accessible, plus compréhensible les débats juridiques, les thèmes juridiques, dont la compréhension par nous tous et toutes est particulièrement importante du fait de l'importance du droit, justement. Alors cette nuit du droit qui avait commencé en France il y a quelques années est déclinée par un certain nombre d'ambassades de notre réseau, en particulier celles qui ont la chance d'avoir un magistrat ou une magistrate de liaison. Et chaque année, nous sommes assez libres en fait de déterminer le thème que nous. Et donc toutes les ambassades n'ont pas le même thème partout dans le monde. Et donc nous ici, nous avons eu l'idée de retenir le thème de l'intelligence artificielle et le droit. Sujet, j'avoue, qui suscitait de ma part une grande curiosité, parce qu'évidemment l'intelligence artificielle est un sujet présent dans tous les aspects maintenant presque de notre vie économique, sociale, et suscitant bien sûr beaucoup d'interrogations. Et évidemment, le domaine du droit et de la justice est un domaine dans lequel des interrogations particulières peuvent être soulevées, d'où l'intérêt d'essayer de mieux comprendre. Alors évidemment, on ne peut pas tout couvrir de ce vaste sujet de l'intelligence artificielle et du droit, mais nous allons essayer ce soir, grâce à nos intervenants que je remercie beaucoup d'être venus, parfois de loin, de nous éclairer sur ces sujets. Alors, on reviendra sur les différentes tables rondes. Ce que je voudrais dire par ailleurs, c'est qu'il nous a paru important pour justement rendre accessible, compréhensible, pédagogique, ce type d'événement, eh bien, d'avoir des lycéens ou collégiens du lycée français de La Haye, et non seulement de les inviter à être présents pour certains d'entre eux, mais aussi, avant même cet événement aujourd'hui, de participer à un concours d'éloquence, un concours de plaidoirie que Marie a organisé avec le lycée français
Vincent Gangot. Je remercie l'équipe de direction du lycée. Et sur le thème justement de l'intelligence artificielle et le droit. Donc il y a eu certains jeunes qui ont défendu une thèse en faveur justement de l'intelligence artificielle et puis d'autres en défaveur. Et donc à l'issue de cette compétition, donc un jury présidé, je crois, par Marie, a sélectionné deux lauréates ex aequo, que nous aurons d'ailleurs le plaisir d'entendre en ouverture de cet échange, et nous passerons ensuite au table ronde. Donc je crois que maintenant nous allons écouter les deux lauréates qui vont déjà nous donner un éclairage sur ce sujet. Merci. Bonsoir. J'ai demandé à ChatGPT de se présenter comme une intelligence artificielle qui rend déjà à ce jour des verdicts lors de procès. Voici la réponse qu'il m'a proposée. Je suis Veridicta, l'intelligence artificielle judiciaire qui tranche les litiges avec une précision inégalée. Lors de chaque procès, j'analyse les preuves, confronte les témoignages avec une objectivité absolue. Mon algorithme, nourri par des milliers de décisions et textes juridiques, me permet de rendre un verdict en quelques secondes. Sans biais ni influence extérieure. Je ne ressens rien, je ne doute pas, je juge. Vous trouvez cela totalement terrifiant? Moi aussi. Et nous allons voir ensemble pourquoi. Mesdames, messieurs, 97%. C'est le taux d'exactitude avec lequel l'intelligence artificielle développée par le district de Pudong à Shanghai est capable de rédiger un procès, de juger et de sanctionner des criminels. Ce nombre peut paraître très élevé en matière technologique. C'est presque parfait. Mais presque ne suffit pas. Que faire des 3% d'innocents condamnés? Surtout à l'échelle d'une population comme celle de la Chine, 3% représente alors un nombre considérable de personnes. Et si cette méthode, déjà mise en place en Chine ou aux États-Unis, s'invitait chez nous? L'intelligence artificielle peut-elle vraiment faire justice? Aujourd'hui, l'IA est déjà utilisée dans des systèmes judiciaires étrangers, mais fait toutefois face à de nombreux défis. Tout d'abord par une atteinte à la vie privée, car les données mises en ligne et auxquelles ont accès les IA ne sont pas toujours anonymisées. L'IA n'est pas non plus encore suffisamment performante pour être aussi impartiale que la justice est censée l'être. Dans ce défi éthique, l'IA discrimine. Biaisée par sa banque de données, elle peut être amenée à rendre un verdict différent en fonction du genre ou de l'ethnie. Aux États-Unis, l'IA Compass avait tendance à accorder des peines plus lourdes aux Américains issus de minorités qu'aux autres, en raison de sa banque de données biaisée par les verdicts discriminatoires passés. Mais ce n'est pas le seul risque à utiliser l'intelligence artificielle. En l'utilisant, le système judiciaire pourrait créer une dépendance technologique. Imaginez que le système soit piraté. En 2024, au moins une entreprise sur deux a subi une cyberattaque en France. Ces cyberattaques peuvent mener à des fuites de données, infiltrer les serveurs ou pirater les systèmes d'information. J'en parle au passé, au présent, car l'IA ne fait plus partie de notre futur. Elle nous entoure là, maintenant, et les conséquences de son utilisation excessive dans le système judiciaire sont déjà visibles. Certains affirment que l'IA peut alléger les tâches répétitives. Mais pour résoudre ce problème, il est aussi possible de déléguer les tâches, comme cela a déjà été fait avec les cours d'assises spéciales. Certains affirment que les tribunaux sont débordés et que l'utilisation de l'IA pourrait accélérer le processus du jugement. Mais est-ce vraiment ce que nous voulons? Des destins de personnes bâclées par des machines? Selon une étude, les systèmes d'IA peuvent détecter des émotions en observant les visages humains. Ils peuvent analyser les gestes, la posture et les mouvements des petits muscles du visage pour se faire une idée d'un état émotionnel d'une personne. Mais cela ne correspond pas à l'intelligence émotionnelle que nous possédons. L'IA ne peut pas ressentir des émotions elle-même. Elle n'a ni compassion, ni empathie. Elle ne peut donc pas considérer les circonstances atténuantes ou aggravantes de chaque cas. Certes, nous pouvons utiliser l'IA pour moderniser le système judiciaire, mais il faut à tout prix la modérer,
la garder sous contrôle et l'encadrer de façon adaptée à l'avancée régulière des nouvelles technologies. Pour alléger les tâches, on pourrait former plus de procureurs, de juges, d'avocats, en intéressant les jeunes dès le lycée à ces professions. Cela est désormais possible avec la création de l'option DGEMC, Droit et grands enjeux du monde contemporain, qui permet une première immersion dans le monde du droit. Dans mon discours, j'ai parfois dû utiliser le pronom « elle » pour désigner l'IA. Or, c'est en la personnifiant qu'on lui donne du crédit, qu'on pense qu'on peut lui faire rendre des verdicts judiciaires. Mais l'IA n'est pas humaine. L'IA n'est qu'un artifice. Elle n'a donc pas sa place à juger des hommes. L'IA n'est qu'un processus d'imitation de l'intelligence humaine, mais il lui manque toujours l'intelligence émotionnelle, une de nos grandes qualités. Comme l'intelligence artificielle l'a dit elle-même, « Je ne ressens rien, je ne doute pas, je juge. » Les juges que nous connaissons, eux, ressentent, doutent. Mais c'est justement ce qui va leur permettre de rendre une sentence plus juste, un verdict plus humain. Merci. Bonsoir. Silence dans la salle d'audience. L'accusé se lève. Le verdict va tomber. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un juge humain qui décide. Une voix synthétique s'élève. Après analyse des preuves et des précédents jurisprudentiels, l'accusé est reconnu coupable. Peine recommandée, 5 ans de prison. Stupeur. Inquiétude. Est-ce cela l'avenir de la justice? Faut-il confier nos vies à une intelligence artificielle? La simple idée qu'une machine puisse rendre justice nous glace le sang. On imagine un monde froid, déshumanisé, où des algorithmes décident du destin des hommes. Mais avant de condamner cette idée, avons-nous vraiment pris le temps d'y réfléchir? Aujourd'hui, en France, nous comptons 11,3 juges et 3 procureurs pour 100 000 habitants. Ce ratio est l'un des plus bas en Europe. Conséquence, des tribunaux surchargés, des affaires qui s'accumulent, des victimes qui attendent des années avant d'obtenir jugement. Que préférons-nous? Une justice humaine, mais débordée, ou une justice assistée par l'IA, plus rapide, plus efficace et toujours disponible? L'IA ne dort pas. L'IA ne ressent pas la pression. L'IA ne juge pas sous le coup de l'émotion. Mais l'IA ne ressent pas non plus l'injustice. C'est pour cela qu'elle doit être un outil, un allié des magistrats, et non pas leur remplaçant. Nous aimons croire que la justice est impartiale, mais peut-on vraiment en être sûr? Des études ont prouvé que l'heure du jugement influençait les peines. Un accusé jugé avant le déjeuner a plus de chances d'être condamné sévèrement qu'un autre jugé en début de matinée. Parce que les juges, aussi compétents soient-ils, restent humains, avec leurs émotions, leurs fatigues et leurs biais inconscients. L'IA, elle, ne ressent ni fatigue, ni colère. Elle analyse, compare et applique la loi sans être influencée par un mauvais café ou une nuit trop courte. N'est-ce pas là l'idéal d'une justice vraiment équitable? Aujourd'hui, un avocat américain a utilisé une IA pour préparer un procès et elle n'a cité que de faux arrêts. Mais le problème, vient-il de l'outil ou de son utilisateur? Un marteau peut construire une maison ou briser une vitre. Tout dépend de la main qui le tient. Dans d'autres cas, des IA comme Ross Intelligence ont montré qu'elles pouvaient analyser des milliers de décisions judiciaires en quelques secondes. Elles permettent aux juges et aux avocats de mieux argumenter, d'éviter des erreurs et de rendre la justice plus efficace. Et si l'IA prenait en charge des litiges mineurs? Une amende contestée, un différend locatif, une affaire de voisinage. Cela permettrait aux juges humains de se concentrer sur les affaires les plus complexes et les plus humaines. À chaque époque, une nouvelle technologie a suscité la peur avant de s'imposer. Au XIXe siècle, on croirait que le train tuerait des passagers parce que la vitesse de 50 km/h serait insupportable pour le corps humain. Aujourd'hui, nous prenons tous le TGV sans même y penser. Faut-il rejeter l'IA par la crainte du changement ou apprendre à l'utiliser avec discernement? Certains diront
Une machine ne peut remplacer un homme. Mais Houston, nous avons un problème. Nous n'avons pas assez d'hommes. Nous manquons de juges. Nos tribunaux sont engorgés. La justice est lente. L'IA n'est peut-être pas parfaite, mais pour le moment, c'est la meilleure solution dont nous disposons. Winston Churchill disait « La démocratie est un mauvais système, mais c'est le moins mauvais de tous. » L'IA est peut-être la démocratie de la justice. Elle n'est pas idéale, mais elle est nécessaire. La vraie question n'est maintenant plus de savoir si l'IA aura une place dans la justice, mais plutôt, sommes-nous prêts? Merci. Monsieur l'ambassadeur, si vous voulez bien remettre aux 2 lauréates leur certificat. Je demande à Louane et à Vera de revenir. Madame la proviseure, je ne sais pas si elle est... Elle est au téléphone. Voilà. Donc, ça c'est pour Vera. Alors, Vera, Pardon. félicitations. Je crois qu'on va essayer de... Est-ce que le photographe est... Voilà. Félicitations. Merci. Voilà, donc je pense que maintenant, après, vraiment bravo aux deux lauréates que je trouvais très, très remarquables et qui m'ont beaucoup impressionné. Et je pense que ça a posé finalement un certain nombre d'éléments du débat de façon tout à fait claire et précieuse. Et donc maintenant, nous allons avoir le privilège d'écouter les intervenants d'abord à la première table ronde qui nous amènera à comprendre en particulier comment les réseaux criminels se sont emparés de l'intelligence artificielle pour faciliter la commission de leur forfait. Donc cette table ronde sera animée, modérée par Madame Sophie Schwint, magistrat française auprès d'Eurojust, que j'invite à rejoindre la table, en compagnie de Madame Christa de Parter, procureure générale au pôle cybercriminalité du parquet national néerlandais, Madame Audrey Gerbeau, vice-procureure auprès du parquet de Paris, section J3 cybercriminalité, Monsieur Jérémy Kespitz, qui est expert en intelligence artificielle à Europol, et enfin Madame Olive Niyomubzi, ingénieure à la Cour pénale internationale. Yes, I think that would work fine. Thank you so much that I was invited for this evening. I will do the presentation in English because my French is quite poor. But I will start in French. Je m'appelle Christa de Parter. Je suis procureur national on the topic of cybercrime. And that's where I will change to English. Well, AI is still, for us, a bit baby steps. We are, only see the first developments. And I'm going to tell you something about what we see in the landscape of the cybercrime on the use of AI. And to start with some questions. First of all, what do we see? What can we expect of cybercrime and what concerns do we have? And to start with, the Europol SOCTA report this year, I was previously asked to give a presentation on this topic with my colleagues. And we wanted to see if, well, I discussed with my cyber colleagues, do we already see
that AI is used in cybercrime investigations, that we see that suspects already use on a very efficient way, that they find their ways in AI. And that's a difficult point because you really can't see it now. They use it and they are quite efficient. And that's also what the Europol said, because it changes the landscape. It changes the criminal landscape on serious and organized crime in two ways. It's more efficient and it's a catalyst for crime. And that's quite a problem for us because it's still difficult to investigate cybercrime cases. We need a lot of digital evidence, a lot of digital investigation. It's time consuming. It's difficult. We have to get a lot of data, analyze it. It's step by step, and if the use of AI, it makes it even more difficult. So yes, a bit of a problem. And do we already see it? That's what I mentioned. It's difficult to detect in cases. What we see in our cases now, we see more advanced phishing emails and phishing threats. So I think that will only increase. So it's getting more and more important that people who receive these kinds of emails, they will have to learn to see what's real and what isn't. And we also see already some smart ways to bypass, for example, two-factor authentication in cases. So they use it to go past the two-factor authentication and to break in, to steal, to hack. So that's also quite concerning. We already see scripts which our suspects use, the Bell scripts. So they telephone. Formerly there was a lot of slang and a lot of language errors, but now it's getting more and more sophisticated. So if they will call victims, it's getting more and more professional, and it's getting more difficult to see, if it's real, isn't this real? And a lot of people, they use a lot of sophisticated social engineering. So it's getting more and more difficult for our victims to protect themselves. What can we expect? These are all ways in which AI can be used to commit cybercrime, and that's what I was saying, very worrying. The scale will increase even further, and with the number of victims, and also the extent, the initial damage, and also the following damage of these types of cybercrime will only increase. And there's a lot of follow-up crime, so you can have an initial hack that is steal personal data, and there's a lot of following crime afterwards. And if all these criminals will use AI, there's a big epidemic coming for us. And even where the language was formerly a barrier, so we had a lot of online scams, and we could say, these are Dutch suspects. It doesn't matter anymore because you have such nice large language models. Language isn't the problem anymore, and even voice cloning. There are a lot of models, and which they can use, and even make the ways that they can hack, they can call, they can go to the victim. So it's difficult, and we see roughly in the Netherlands, two types of perpetrators. We have the technical advanced perpetrators. This is a group we can find, it's hard to find them, and they are behind ransomware, the initial access hacks. And we have another group, and that's quite a large group, and they are a lot of young people between 17 and roughly 23, and they use it
as a service. So they buy the cybercrime tools online, they buy phishing as a service, and they only copy and paste. And if they will see what benefits you can get from AI in their modus operandi, yeah, they can even go faster, more professional. And they make a lot of victims in the Netherlands, but also we see in cases in Belgium, France, Germany. And if they discover the real benefits, and language isn't a problem anymore, yes, it's gonna be more and more difficult. And we see it in automatic smart attacks, chatbots for scams, AI-driven phishing, rapid vulnerability scamming, deepfakes, the voice cloning, ID fraud, misuse of tools, writing malware, phishing emails, fake news. It's this is what we will see, and also in ransomwares, the smart models which you can use to access a victim. The models adjust quite fast, so yeah, it's a challenge. To the next slide, please. The next slide. So within our National Prosecution Office, we formed some groups, to think what would we need, how should we face this new developments on the topic of investigation, and how should we work this, how should we respond to this. And I think we need to work on our knowledge, on our skills. We need more advanced digital investigation, more advanced tools to recognize the use of AI. And we also need more international collaboration. It's getting more and more important because all these crimes are borderless. But also the private-public partnerships are quite important now. But we also can use it in our advance. We don't use it yet. But I think it's, if they can use it, we should use it too, but we have to think it through, because there are a lot of risks and we see a lot of young people using it already. But the data ethics, what can you use? What's not, what shouldn't we use? That's, something we have to discover within our public prosecution office. So it's baby steps, first steps. And another and I think it's equally important, the prevention side. It's not only the repression, it's not only on us, on the police department, on the public prosecution to respond, but I think we have to have a resilient society. We have to have invest in prevention, and there are a lot of organizations who should be doing this. Our civilians should know what's fake news, what isn't. How can I recognize this? So it's not only repression. I think that should be the ultimate response, but we should be more and more digital resilient. So that's it for now. Thank you so much. Merci beaucoup, Christa, pour cette première introduction sur le côté néerlandais, le volet néerlandais de l'utilisation de l'IA par les criminels. Je trouve que c'est intéressant de voir d'emblée le cadre posé par les Pays-Bas, qui est celui de l'utilisation et à quel point l'intelligence artificielle va venir s'adosser à la criminalité qui est déjà existante pour la rendre plus efficace et pour permettre un mode opératoire qui est encore plus redoutable pour les forces de l'ordre, que ce soit police ou justice. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que ça concerne à la fois le haut du spectre de la criminalité organisée, mais également, et c'est ce que Christa nous disait, des très jeunes, des criminels qui sont plutôt débutants et qui vont pouvoir
gagné en expérience assez rapidement grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et merci également d'avoir commencé à nous poser dans le débat les défis et les premières solutions auxquelles on pourrait collectivement penser. Également, et je crois que c'est intéressant parce qu'on va passer sur la même perspective de ce que sont ces défis, d'interroger le cadre légal, le cadre procédural en matière d'investigation criminelle. Donc je vais donner la parole à Audrey Gerbeau, qui est vice-procureure et à la section cybercriminalité du parquet de Paris, et qui va continuer et nous donner la perspective française sur voilà, comment est-ce qu'on peut aborder ces questions de l'intrusion de l'intelligence artificielle dans les réseaux criminels, avec toutes ces questions qui sont des questions très juridiques. Comment est-ce que ça s'insère dans le cadre juridique actuel, les infractions que l'on connaît, le cadre procédural national et international. Et tout ça en 15 minutes. Je vais pas énoncer les textes de loi, ça va être un peu trop rébarbatif. Et si je voulais être extrêmement synthétique, je dirais tout comme la procureure nationale néerlandaise. Parce que le constat français est exactement le même. À savoir qu'on s'attendait à, des innovations en cybercriminalité à la hauteur de celles qui envahissaient nos vies quotidiennes. C'est-à-dire des vraies révolutions. Déléguer des tâches entières aux machines, déléguer des réflexions aux machines. On pense à, vraiment, par exemple, c'est quelque chose qui est très déploré par les enseignants, etc. Les réflexions des étudiants sont passées de réflexions personnelles à de dissertations entières, quasiment, écrites par de l'intelligence artificielle. Donc une sorte de pensée déléguée à l'intelligence artificielle. Et en réalité, cette grande surprise, à savoir que va nous révéler l'intelligence artificielle dans la cybercriminalité, n'a pas eu lieu. Parce que nous n'avons pas de nouvelles infractions commises uniquement avec l'intelligence artificielle. Nous n'avons pas, de nouveaux réseaux, de nouvelles structures qui sont apparues. On en reste sur les mêmes constats qui sont finalement une professionnalisation de modes opératoires qui existaient déjà. Finalement, des modes opératoires avec des infractions commises qui deviennent de plus en plus convaincantes, etc., etc. L'un des points marquants, finalement, tout à l'heure, Madame de Pacter a dit qu'ils étaient more professional. Désolée pour mon accent anglais. J'ai tendance à dire que à la fois, il y a effectivement cette professionnalisation marquée chez les individus qui, par exemple, comme ça a été dit, avaient des erreurs de langue, avaient des erreurs de syntaxe, donc forcément, dont les faits étaient visiblement délictueux. C'est-à-dire que quelqu'un qui reçoit un mail avec une faute d'orthographe à chaque mot et une faute de syntaxe à chaque phrase, évidemment, cette personne ne sera pas une victime puisqu'elle va comprendre tout de suite qu'il y a une infraction commise. Typiquement, désormais, comme ça a été dit, le mail sera écrit parfaitement. Mais il y a aussi, donc c'est plus professionnel mais aussi, il y a aussi une déprofessionnalisation, dans le sens où, avant c'était très clair, les infractions cyber étaient commises par des individus qui détenaient une connaissance particulière, par des individus qui, comme vous et moi, avaient acquis une compétence professionnelle. Malheureusement, une compétence professionnelle criminelle, mais qui avait cette compétence professionnelle. Désormais, ce n'est plus le cas. Et c'est là où nos stratégies judiciaires et où nos procédures peuvent se retrouver, à atteindre plus rapidement leurs limites, c'est que là où, auparavant, on pouvait se retrouver avec des réseaux structurés, finalement, pas tous indépendants les uns des autres. Par exemple, les réseaux de blanchiment ont toujours été transversaux. Mais en tout cas, avec des contextes très différents. Par exemple, des réseaux de stupéfiants ne connaissaient pas des réseaux de cybercriminels. On avait des hiérarchisations assez pyramidales, parfois avec des ancrages géographiques. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, parce que, comme ça a été clair, les frontières sont complètement floutées. Et ça, le droit ne sait pas faire avec des frontières floues. On a développé la coopération internationale, mais on a développé aussi, alors pas les partenariats exactement public-privé, mais en tout cas les échanges avec le privé. Mais là aussi, on touche les limites. Pourquoi? Parce que après, par exemple, avoir réussi à identifier des infrastructures grâce à des perquisitions de serveurs, grâce à des interceptions de serveurs, grâce à des démantèlements de serveurs. On a cru que finalement, là était l'avenir cyber de la lutte contre la délinquance pénale. À savoir, il suffit de trouver les infrastructures cyber, il suffit de les démanteler, avant ça de les écouter, et nous saurons ce qu'il se passe. Sauf qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne plus comme ça grâce justement à cette déprofessionnalisation, entre guillemets, parce que nous ne sommes plus uniquement sur des réseaux structurés. Et j'ai envie de dire que les réseaux structurés, par exemple de ransomware, existent toujours, mais en réalité, le changement qu'on aurait pu attendre par rapport à l'IA ne se voit pas chez eux. C'est-à-dire que oui, ça
accroît un petit peu leur force de frappe. Mais on ne recèle pas de véritables changements. Ils ne se sont pas emparés parce qu'ils détenaient déjà les compétences cyber. C'est-à-dire qu'ils détiennent déjà des compétences particulières qui leur permettaient d'attaquer de manière complexe et efficace. En réalité, le problème de l'IA, ce n'est pas d'avoir donné des moyens à ces gens-là. Alors effectivement, les cyberdélinquants les plus dangereux, mais contre lesquels on sait répondre. La difficulté de l'IA, ça a été de donner des moyens à tous les autres, le deuxième groupe de cyberdélinquants. Et là, on ne se retrouve plus sur une infrastructure classique, on ne se retrouve plus sur des groupes qu'on sait localiser, des groupes dont on comprend le fonctionnement, on se retrouve sur des indépendants qui vont tous agir les uns avec les autres sans qu'on arrive à comprendre leurs liens et avec des preuves insaisissables. Tant qu'on saisit un serveur, on saisit des preuves. Tant qu'on saisit un canal Telegram, bah non, en fait, on ne peut pas saisir un canal Telegram. Tant qu'on saisit un canal Snapchat, absolument pas. Très bien. Alors, où sont nos preuves? Nos preuves sont chez Telegram et Snapchat, d'accord? Comment les obtient-on? Avec beaucoup de difficultés. Sont-elles même conservées? Rarement. En tout cas, très peu. Elles sont régulièrement supprimées. Les auteurs eux-mêmes ont la main sur ces preuves. Donc, procéduralement, on se retrouve à avoir des outils, non pas qui manquent d'efficacité avec des limites juridiques, juste qui manquent d'efficacité en pratique. Oui, on peut toujours demander, comme toujours finalement, à une entreprise privée de nous donner des informations. On lui écrit, on lui demande, donnez-nous des informations dont vous disposez à propos de cet utilisateur. Sauf qu'on se heurte à une absence d'information, on se heurte à de la donnée purement déclarative, on se heurte au fait que finalement, nous n'avons que ce que la société a pu enregistrer, c'est-à-dire pas grand-chose. Le jour où on va perquisitionner les auteurs, par exemple, on aura réussi quand même à remonter à une adresse IP. On ne va pas saisir un serveur, on ne va pas saisir de multiples ordinateurs, on ne va pas saisir de multiples téléphones comme c'était le cas avant ou dans les réseaux structurés, pas du tout, puisqu'ils n'auront aucune donnée sur eux. Ce sera juste ce par quoi ils étaient passés, Snapchat ou Telegram, et évidemment, ils auront effacé ça en 2 secondes au moment où les forces de l'ordre seront rentrées chez eux. Ça m'est arrivé ce matin. Ce matin, on avait une opération avec une dizaine de personnes. L'un des délinquants entend les gendarmes arriver. Forcément, il y avait une dizaine de gendarmes. Forcément, ils n'arrivent pas sur leur pointe des pieds avec des chaussons danseuses étoiles. Évidemment, ils ont été repérés. Mais très très simple de vider les informations qu'il avait sur sur son compte Telegram. Extrêmement simple. Donc maintenant, que fait-on? On va demander à Telegram, qui va nous dire que de toute façon, ils n'ont pas les informations. Et ça, tout le temps, encore et encore. Donc, on se retrouve avec des infractions commises par tout un chacun sur lesquelles nous retrouvons aux limites. Alors, il y aurait un système pour venir à bout. Ça pourrait être finalement, nous aussi, utiliser l'intelligence artificielle pour scraper, en tout cas scanner, on va dire, ce qu'il se passe sur les réseaux sociaux et avoir tout de suite l'attention attirée sur les canaux Telegram ou Snapchat qui vont se consacrer à des activités délictuelles. Parce qu'ils ne se cachent pas, ils ont pignon sur rue. Vous tapez scam sur Telegram, vous allez avoir tout un tas de comptes qui vous permettent d'avoir des kits prêts à l'emploi, qui vous permettent d'acheter des données de carte bancaire, etc., etc. Donc on se dit, utilisons la même chose. Mais non, parce que dans ce cas-là, nous basculons évidemment dans une surveillance de masse des communications. Peut-on basculer dans une surveillance de masse des communications pour intercepter les quelques, alors il y en a beaucoup, mais tout de même, canaux délictueux? Non. Donc, nous ne pouvons pas anticiper sous cet angle-là. Nous nous retrouvons soumis à, une fois que nous avons trouvé une victime qui a pu déposer plainte, apporter quelques petits éléments, on arrive à remonter exceptionnellement sur l'escroc qui l'a contacté, sur cet escroc qui a recouru à telle plateforme et sur, finalement, l'administrateur de la plateforme, chez qui nous n'aurons pas trouvé énormément de preuves. Qui, s'il est condamné, va de toute façon recréer très rapidement un nouveau compte, un nouveau canal. Alors que reconstruire toute une infrastructure de ransomware, ça prend un peu plus de temps que de reconstruire un canal. Donc on se retrouve avec cette première difficulté procédurale qui est l'acquisition des preuves et la stratégie d'enquête. On se retrouve aussi avec une question de fond, cette fois de responsabilité, puisque, encore une fois, l'IA est massivement développée sur ces canaux-là par les petits auteurs, qui deviennent des petits auteurs avec des gros impacts, pour créer des bots. Donc, extrêmement facile sur Telegram de créer un bot, c'est-à-dire que l'escroc va, avec l'aide de Telegram, permettre de faire une sorte de boutique automatique où son client, c'est-à-dire l'escroc final, celui qui va utiliser vos données de carte bancaire pour faire divers achats frauduleux, aura juste à renseigner quelques informations
aura juste à payer par l'intermédiaire de ce bot pour recevoir automatiquement les données voulues. Quelques numéros de carte bancaire, ça suffit amplement pour causer du mal et en même temps mener une vie tout à fait à l'aise. On avait par exemple un lycéen qui allait au lycée en Uber tous les jours, évidemment, puisque de toute façon on pouvait se permettre cela. Alors il n'allait pas très souvent au lycée, mais les fois où il y allait, il se permettait ça. Donc on n'est pas non plus sur des auteurs dont on peut saisir les avoirs. On avait cette habitude, on démantèle le gros réseau et on récupère tout ce qu'on peut récupérer en gros avoirs. On avait dit, attention, le cyber, l'IA, les crypto-monnaies vont se développer. Très bien. Nos délinquants, dont les infractions se multiplient avec l'IA, ah non, ils acquièrent un peu de crypto-monnaie, mais ils dépensent tout. Un autre, alors ça c'était 2 semaines, a fait livrer des caisses de vin pour les 18 ans de son copain. Qu'est-ce que vous voulez qu'on saisisse? Les caisses de vin ont été bues, elles valaient très cher. Tant pis pour nous. Donc pareil, grosse difficulté, et là c'est pas, on n'est pas sur une limite, donc ça procédurale, mais plutôt sur une limite factuelle. Donc, création de bots qui permettent, alors, dans une affaire particulière, de générer ce qu'ils appellent des fausses cannes, c'est-à-dire des sortes de fausses factures free, des fausses cartes d'identité, enfin, en gros, tout le nécessaire pour ouvrir un compte bancaire. Bien. Nous poursuivons la personne. Bien. Nous disons, il a commis diverses escroqueries et lui-même a mis ce bot à disposition. Il a permis à des centaines, voire des milliers d'escroqueries de perdurer. Nous sollicitons sa condamnation, évidemment, réquisition, condamnation au titre de la complicité d'escroquerie. Il a créé le bot, il l'a mis en ligne. Grâce à ça, des milliers d'escroqueries ont été commises. Réponse du tribunal, relax. Stupéfaction, mais relax, mais comment ça? Eh bien oui, citez-moi les victimes des escroqueries commises grâce à ce bot. Ben, je ne peux pas savoir. Les utilisateurs du bot ne peuvent pas être listés, donc par définition leurs victimes non plus. Comment ça, les utilisateurs ne peuvent pas être listés? Mais alors nous ne savons pas si le bot a été utilisé. Ah bah si, par contre, parce que nous savons que le bot a été utilisé parce qu'il y a des captures d'écran sur un canal Telegram qui lui a adossé. Bien, mais il a été utilisé par qui? Bah je ne sais pas, le pseudo c'est Krusty One, c'est TGV, c'est Blabla, c'est Boss, c'est Enzo. Bien, ce ne sont pas des personnes que nous connaissons, ce ne sont donc pas des auteurs que nous pouvons condamner pour avoir commis des escroqueries vis-à-vis de victimes que nous ignorons. C'est vrai, mais ils ont posté des messages disant qu'ils avaient acheté ça, peu importe. Bien, mais il a quand même créé un bot. Il a quand même mis en ligne ce bot, l'auteur. Donc, on peut au moins lui reprocher ça. Mais en fait, il n'a pas fourni les données lui-même. Enfin, c'est sa machine qui les a fournies, c'est le bot. Je vais pas condamner le bot. Oui, mais lui, ben lui, il a juste créé un programme informatique. Comment? Et voilà, relax, magnifique. Donc, c'est ça les limites que nous rencontrons à l'heure actuelle. Alors, ça n'envoie pas du rêve parce que on aimerait pouvoir, alerter sur les dangers de l'IA dans la cybercriminalité avec des procédures flamboyantes, des procédures telles que des procédures sur lesquelles communique Europol. En réalité, sur toutes les procédures que je vous ai décrites, et qui sont des centaines et des centaines par tribunal, ne serait-ce qu'en France. On voit qu'aux Pays-Bas, c'est la même chose. Évidemment, nous n'allons pas lancer de la coopération internationale au niveau d'Europol ou d'Eurojust. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas remonter au-delà que nos petits délinquants qui sont à peine majeurs. Nous ne saurions même pas quoi demander, de toute façon, à nos compatriotes, à nos homologues d'Europe, des États-Unis. De toute façon, non, ces procédures-là ne rapportent aucune paillette, aucune flamboyance. Or, c'est ça qui, tous les jours, pardonnez-moi l'expression, mais impacte, voire pourrit la vie de tout le monde, puisqu'on se retrouve avec vraiment des données personnelles de millions et de millions de personnes, en réalité de tout un chacun. Nous avons tous nos données personnelles partout, qui sont dans cette mer, vraiment cette mer, cet océan de données personnelles et de petits escrocs, qui s'en saisissent pour commettre des petits faits par-ci par-là. Et face à ça, difficile de trouver une réponse. Prévention, oui, mais prévention comment? Parce qu'il faut montrer à ces adolescents, à ces jeunes adultes, que ça cause du mal. Mais sauf que ça, ils s'en rendent à peine compte, parce que pour eux, ça reste des numéros de carte bancaire, parce que pour eux, c'est juste se faire de l'argent rapide, parce que pour eux, finalement, ça cause pas de grands dommages. Ils passent leur temps à nous dire en garde à vue que ce ne sont pas des vrais délinquants, parce que eux n'ont pas commis des violences, parce que eux ne s'en prennent à personne vraiment. Il y a une sorte de conceptualisation assez compliquée pour eux. Alors, sur les autres outils qu'on pourrait utiliser, il s'est posé la question du deepfake, puisque le deepfake, là, on est aussi sur de l'IA qui est utilisé pour commettre en général des escroqueries. On s'est dit, finalement, il faudrait donner les mêmes outils aux forces de l'ordre.
Donc maintenant, depuis la loi de juin 2025, la loi narcotrafic, les forces de l'ordre ont le droit d'utiliser des deepfakes pour faire de l'infiltration et pour faire de l'enquête sous pseudonyme. Bien, procéduralement, on a cette innovation. Après, elle n'a pas encore mise en œuvre, donc on peut espérer que ça va être utile, mais on fait ce qu'on peut avec l'IA. Clairement, ça a été mis en œuvre. Les conséquences concrètes, on les voit pas tout de suite. Merci beaucoup Audrey. J'allais mentionner le Cybercrime Judicial Monitor qui est publié chaque année par Eurojust et qui fait un état des lieux des législations et évolutions jurisprudentielles chaque année. Et cette année, il y a eu un focus sur l'intelligence artificielle et l'ensemble des pays ont répondu que le cadre légal était suffisant, que les infractions actuelles permettaient de couvrir les comportements délictueux permis par l'IA. Bon, je vois que les exemples d'Audrey nous montrent un peu le contraire. Donc c'est bien de les avoir entendus aujourd'hui. Alors sur le prochain intervenant, nous accueillons Jérémy Kespit qui travaille à l'Innovation Center à Europol et qui, lui, nous apportera une compréhension beaucoup plus, si je comprends bien, pratique de ce qu'il faut comprendre quand on parle de intelligence artificielle et de criminalité, après avoir entendu, évidemment, ces défis auxquels la justice est confrontée. Merci beaucoup. Je crois que tout le monde a pu comprendre maintenant de quoi on parlait. C'était très concret, merci beaucoup. Alors face à ce défi, je crois qu'il fait un peu peur à tout le monde, en tout cas à moi dans la salle, je vais maintenant donner la parole à Olive Nyambei, qui est ingénieure adjointe en synthèse des données géographiques judiciaires à la Cour pénale internationale et qui va commencer à aborder le sujet de la réponse ou plutôt des outils que les forces de l'ordre ou les institutions collectivement peuvent mettre en œuvre pour lutter contre ce phénomène. Merci. Bonjour à tout le monde. Je m'excuse d'abord parce que je n'utilise pas français à mon travail. Souvent, c'est l'anglais et les thèmes techniques souvent sont anglais. Donc, si je me range, je m'excuse en avance. Alors, ça, c'est juste bref, en bref, ce qu'on est. Et mon unité, je me trouve dans l'unité de centre de fusion d'information qui facilite le bureau du procureur, le CPI. Ce qu'on facilite pour l'arrivée à mandat du procureur, qui commence comme les procédures d'examen préliminaire et faire les enquêtes et poursuites judiciaires. Dans toutes ces procédures, on se trouve en facilitant, en donnant les données géographiques qui fait, à mesure qu'il comprend qu'est-ce qui s'est passé au crime et quand est-ce qu'il s'est passé ou il s'est passé ça. C'est les questions importantes qu'on répond et on facilite l'office du procureur. Mais ce qui est en train de changer aujourd'hui, c'est qu'on venait d'utiliser les traditionnels ou les outils traditionnels vers les nouveaux outils qui fonctionnent à propos de faire mieux du travail. Et je vais montrer comment on venait en avant. Souvent, les juges ou les analystes utilisaient souvent les enquêtes historiques, le paquet des bouquets et des livres. Aussi, là où l'OTP, c'est une abréviation de l'office, le bureau du procureur en anglais. C'est vraiment les enquêtes, toutes les enquêtes qu'on disait dans les pays que l'OTP avait l'accès, mais aujourd'hui, on peut trouver aussi des enquêtes, on peut faire les enquêtes ou avoir les données, même pas où on n'a pas l'accès de y arriver ou de faire les enquêtes. Aussi, même pas seulement en utilisant des enquêtes documentaires, aussi aujourd'hui on peut mélanger avec les images satellitaires, aussi les sources sur les médias sociaux et les informations qu'on peut trouver
de plusieurs occasions. Comme vous voyez, vous venez d'utiliser les enquêtes historiques vers la transformation technique en intégrant les nouveaux outils. Comme dans mon domaine, on utilise souvent les satellites, les images des satellites et les données qui proviennent de l'observation de la Terre. C'est des techniques avancées qui nous permet d'étudier vraiment ce qui s'est passé, où là il s'est passé, à la, comment je dis, en high resolution. C'est-à-dire qu'on peut comprendre et visualiser ce qui s'est passé sur le terrain en utilisant les images. Et ça aide beaucoup là où on n'a pas l'accès et là où on n'a pas les témoins physiques et qui peuvent dire l'histoire qui s'est passée. Donc, ça, c'est aussi, on envoie les analyses spécialisées. On a, dans l'équipe, dans mon unité, on est composé par plusieurs experts. Comme on a les équipes qui conduisent sûrement les enquêtes où ils analysent les ressources sur les médias, sur les réseaux sociaux. Et pour ça, ils collectent et ils analysent les informations qui sont accès au public et aussi comment on peut l'intégrer dans les procédures et le particulièrement dans mon unité, on collecte et on fait le traitement des analyses et les visualisations qui fusionnent les équations géographiques. Dans le passé, tout le monde connaissait comment tu trouves la location quand tu vas au restaurant ou n'importe au lieu ou l'adresse. Pas suffisant aussi pour visualiser sur les cartes, mais on peut faire de prise en régénérer les données pour qui te donnent le plus de comprendre et de faire je sais pas en français, show the patterns, the patterns. Donc, quand tu as la scène de crime, tu peux utiliser plusieurs sources des informations et tu vois comment elles sont connectées. On a aussi on fait les analyses militaires. Et dans mon unité, on a aussi les membres qui font les liaisons, donc qui coordonnent les projets ou aussi avec nos partenaires qui nous fournissent les informations ou qu'on collabore en utilisant les technologies qu'on n'a pas dans l'office. Particulièrement, je vais vous montrer des exemples actuels qu'on utilise, mais sans le IA, parce qu'on n'a pas commencé. Comme ils ont expliqué, il y a des défis, même s'il y a des opportunités, mais on n'a pas commencé à les adapter parce qu'avec les juges et les avocats, tu dois prouver tout. Et oui, on est là. C'est la question toujours qu'on se demande si on voit les opportunités, mais on ne sait pas comment on peut commencer à l'intégrer dans notre lieu de travail. Mais je vous montre comment on peut bénéficier de ces outils si on l'utilise. Ça, c'est en bref ce qu'on fait dans mon équipe. Ça fait partie de la collection des preuves et on facilite aussi la vérification et l'authenticité des ressources, des informations. Aussi, on fait la suivi et la surveillance quand on a comme le mouvement des réfugiés ou là où ils se demandent de comprendre comment les personnes sont migrées vers les autres pays où ils ont quitté les scènes. Aussi, on fait la responsabilité et la transparence pour ces données, de toutes les données qui sont collectées. On répond les questions, comment est-ce qu'on peut les authentifier et comment est-ce qu'on peut les utiliser dans les années 10 ans ou 15 ans. Est-ce que ça sera toujours authentique pour les considérer dans les procédures judiciaires?
Dans mon domaine, on utilise souvent l'intelligence géospatiale, c'est-à-dire les données objets, les coordonnées de tous les objets, tout ce qu'on voit aux alentours, ils ont des coordonnées, comme les objets. Donc, on collecte ces informations qui sont liées sur les scènes de crime, mais aussi, on commence à voir l'utilisation et l'usage, l'importance de l'usage des images satellitaires, parce qu'il dit, depuis que tu peux pas avoir l'accès sur les crimes, sur les salles de crime. Par exemple, on nous donne souvent, tu vois les collections des photos, tout le monde envoie beaucoup de photos et on nous demande dans mon office comment est-ce qu'on peut connaître le lieu de ces objets, est-ce que tu peux le trouver sur cette photo. Ce qu'on voit, c'est comme une photo, c'est pris en utilisant l'hélicoptère ou depuis l'hélicoptère. Et dans l'unité, j'ai des collègues qui utilisent, qui visualisent, ils ont des experts en images satellitaires, juste, ils regardent l'image et ils peuvent connaître ou identifier des objets et faire les reconnaissances à propos des images satellitaires. C'est ce qu'on fait. Peut-être ça peut prendre 2 semaines ou un mois, ça dépend. Mais en impliquant les AI, beaucoup les algorithmes qui sont déjà au marché, qu'on peut adopter dans notre travail, ils peuvent faire ça dans 10 secondes ou je sais pas, 3 secondes pour détecter l'objet et la location de l'objet. Et c'est ce qu'on envisage, ce qu'on visionne d'adapter aussi dans notre lieu, mais ça va prendre du temps, je pense. Ça, c'est la même chose. Donc, ils identifient, on achète les images satellitaires qui sont high resolution, ça veut dire tu peux voir quelque chose, tu peux voir l'objet plus en plus le visuel ou actuel. Et on les regarde et on donne les informations à propos de ce lieu. C'est les projets de collaboration qu'on a avec les compagnies, les gens qui font aussi la même chose qu'on fait dans le bureau du procureur. Donc, on les donne les questions. Quelque chose est passé. Par exemple, c'est ici le cas de l'Ukraine. Et on leur demande s'il peut détecter quelques objets. Et en utilisant les images satellitaires, on peut voir la semblance des objets et il donne les détails. Et ça facilite l'enquête. Donc, notre vision, c'est au lieu de faire ça en utilisant les technologies traditionnelles, on aimerait avancer, même adopter des algorithmes, parce que si tu as 10 images ou 20 images satellitaires et tu dois le faire en détail, ça prend trop du temps. Et comme humain, tu peux faire aussi beaucoup d'erreurs. Et tu as besoin aussi d'avoir 5 personnes ou 10 personnes minimum pour faire ce travail. Si tu as si tu dois faire les enquêtes de 4 cas ou 5 cas en même temps. Donc, c'est le challenge, mais en adoptant AI, parce que moi, j'ai un peu de parcours en utilisant le AI, mais dans notre domaine. Mais en adoptant le AI aussi dans nos procédures pour la collection et la création des enquêtes, je pense que ça peut faciliter et améliorer notre travail. Donc, c'est ce qu'on envisage, pour ce que je disais. On peut l'utiliser en permettre la détection automatique des objets ou détection des scènes de crime en utilisant des images ou un peu collecter les preuves qui sont plus rapides et plus sûres en même temps. Mais le challenge que je disais, c'est d'assurer les juges et les avocats comment est-ce que ça se fait très authentique et
le prouver. Parce que si tu utilises l'algorithme qui est développé par quelqu'un, tu n'as pas la contrôle sur l'algorithme ou notre modèle que tu es en train d'utiliser. Tu l'adoptes, mais tu n'as pas la contrôle et tu ne peux pas prouver tout ce qui est en train de faire derrière dans la machine. Donc, on n'a pas le contrôle sur ça. On a toujours les débuts à débattre, à faire la reconnaissance de tout ça et plus de recherche qu'on fait, plus peut-être qu'on va y arriver à l'intégrer dans notre travail. Merci. Merci beaucoup pour cette vision de la Cour pénale internationale sur l'adaptation des enquêtes au numérique avec les techniques cybernétiques, l'état actuel, et surtout, je trouve ça très intéressant, les perspectives offertes par l'IA pour vraiment la détection des scènes de crime internationales. Alors, nous arrivons au terme de cette première table ronde qui était consacrée à l'usage de l'intelligence artificielle par les criminels. Ce qui nous a permis quand même de voir qu'il y a un constat partagé de nos pays, en France, côté judiciaire, comme aux Pays-Bas, sur la présence de l'intelligence artificielle, non pas tant en termes d'infraction en tant que telle, mais de facilitation de commission de l'infraction, avec tous les défis que vous avez pu nous exposer et qui sont effectivement, qui mènent à des réflexions, j'imagine, de votre côté, avec même la prise en compte de réflexions et de défis au niveau du jugement, ce qu'on comprend côté français. On a pu aussi se rendre compte très concrètement de ce que ça représentait, puisque vous l'avez décrit, ce que ça veut dire de se professionnaliser quand on est criminel. Grâce à l'intelligence artificielle, on a eu des exemples très concrets à quel point effectivement la professionnalisation est rendue très très aisée par l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et puis merci encore pour cette vision qui nous a offert une belle transition vers la deuxième partie de ce séminaire sur les perspectives de la Cour pénale internationale en matière d'IA à l'avenir. Merci beaucoup. Donc nous allons enchaîner pour cette deuxième table ronde sur peut-être quelque chose d'un peu plus réjouissant, c'est-à-dire comment l'intelligence artificielle, dont on a bien compris qu'elle pouvait être très utile aux criminels et aux réseaux de criminalité organisée, comment est-ce qu'on peut aussi s'en emparer, les institutions judiciaires, les services d'enquête, qui veulent justement œuvrer pour plus de droit et de justice. Comment est-ce que l'intelligence artificielle peut nous aider à être plus efficace et à apporter peut-être des réponses plus pratiques et rapides aux défis que nous posent ces criminels et que nous pose aussi, on en a déjà un petit peu parlé, l'engorgement de la justice dans malheureusement pas mal de pays et d'institutions judiciaires. Donc nous allons commencer ces réflexions avec Monsieur Mathieu Alain, qui est chef du bureau du droit du numérique à la Cour de cassation, donc la Cour suprême française, et co-rapporteur d'un rapport très important qui a été remis sur les usages de l'intelligence artificielle par la Cour de cassation. Je ne sais pas si vous voulez aller au pupitre. Je pense que je vais vous voler le micro. Bonsoir à tous, je vous remercie de m'accueillir ici ce soir pour échanger sur ce sujet qui m'est cher puisque j'ai rejoint la Cour en 2021 et j'ai commencé par reprendre le projet Divergence à mon arrivée, projet d'intelligence artificielle, donc c'est un projet que je suis depuis 4 ans et demi, donc voilà, avant que l'intelligence artificielle ne devienne à la mode. Aujourd'hui, mon propos va s'axer peut-être sur un volet qui n'a pas été évoqué jusqu'à présent, puisque ce qui est marquant aujourd'hui dans les débats actuels autour de l'IA et dans nos débats de ce soir, c'est la forte représentation du volet pénal, voire surreprésentation. On comprend bien que c'est un domaine qui catalyse beaucoup de peur, notamment en matière de droits et libertés fondamentaux. Néanmoins, c'est un domaine qui, il faut le rappeler, est minoritaire vis-à-vis de l'activité juridictionnelle, puisque le volume des décisions civiles émises par les juridictions, françaises du moins, est d'environ 80% pour 20% de pénal. C'est une réalité qu'il faut avoir en tête, et mon propos va aussi peut-être légèrement différer de celui des interlocuteurs qui m'ont précédé,
puisque le domaine d'analyse de la Cour de cassation, mon domaine d'analyse, c'est avant tout le TAL, c'est-à-dire le traitement automatisé du langage, ou le NLP, Natural Language Processing, c'est-à-dire l'analyse, la capacité d'analyse par l'IA des textes, essentiellement des textes jurisprudentiels ou des textes légaux, dans le but d'utiliser l'IA pour stimuler, assister le magistrat dans un processus purement juridique. On se détache ici de l'idée d'une analyse de circonstances de fait ou d'une aide à l'enquête ou à l'investigation. Aujourd'hui, la Cour de cassation a fait le constat que le volume des décisions de justice qui sont disponibles soit sur Internet, sur son site Julibre, soit sur nos bases de données internes, est peu ou prou de 10 millions de décisions. Alors même que la numérisation n'a commencé à être pleinement effective qu'à partir de la deuxième moitié des années 70. On estime encore qu'on devrait recevoir entre 1 et 3 millions de décisions de justice par an, publiques uniquement, à partir de cette année. Donc le calcul est assez facile à réaliser. On obtiendra très probablement, dans les prochaines décennies à venir, un volume de décisions qui sera supérieur à 100 millions de décisions. C'est un volume qui est tout à fait inaccessible et voilà, tout à fait même inopportun pour le cerveau humain. C'est impossible à analyser. C'est un volume par ailleurs qui va rassembler des décisions de justice qui vont avoir une portée très différente. La Cour de cassation n'auront pas des décisions qui ont la même portée qu'un tribunal de première instance ou une cour d'appel. Pour autant, les seules décisions de la Cour de cassation excèdent aujourd'hui à ce jour 600 000 pour ce qui est de la partie publiée en ligne. Donc c'est déjà un stock qui est largement excédentaire par rapport à notre capacité humaine d'analyse. Donc le constat qui est fait par la Cour de cassation, c'est que ce volume, aujourd'hui, il n'est pas exploitable humainement. Voilà, par les moyens dont nous disposons. Et il ne le sera pas davantage, même si on recrutait une batterie de conseillers référendaires ou d'avocats généraux référendaires à la Cour de cassation. Donc la vérité et la solution est peut-être ailleurs, et elle est peut-être dans l'IA. Par ailleurs, lorsque la Cour de cassation a entamé sa réflexion sur l'intelligence artificielle, on s'est heurté très rapidement à une problématique, c'est-à-dire que le ministère de la Justice est un ministère qui est sous-doté en matière de numérique et qui a une forte dette numérique. On parle d'un ministère qui est ancré dans des applicatifs qui sont nés et qui ont été conçus dans les années 90 et qui a une forte dépendance au papier. Ça entraîne un certain nombre de risques. Le risque aujourd'hui, c'est celui de la tentation de vouloir déployer des intelligences artificielles, des SIA, des systèmes d'intelligence artificielle, trop vite, en essayant de s'abstraire de nos infrastructures qui ne sont pas adaptées. Donc on ne bâtit pas, notamment, c'est l'idée de bâtir un immeuble de 10 étages sur des fonds sablonneux, comme on a pu en échanger tout à l'heure. Et l'autre risque, c'est de susciter des attentes qui sont déraisonnables par rapport aux enjeux. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a une fracture numérique forte au sein du ministère de la Justice. On a des magistrats qui sont en attente d'outils performants, mais qui confondent parfois ce qui relève de la bureautique et de l'intelligence artificielle. Et comme on en discute fréquemment avec nos data scientists, il y a cette expression que l'un d'eux aime beaucoup et qui m'a marqué, c'est-à-dire qu'on ne prend pas une presse hydraulique pour enfoncer un clou. L'IA a un coût. Ça n'est pas un jouet. Donc, il y a un distinguo qui est important de faire avant même de commencer à envisager le déploiement de SIA. Donc, aujourd'hui, la Cour de cassation, vous allez me dire pourquoi la Cour de cassation vient de nous parler d'IA. Aujourd'hui, la Cour de cassation est la seule juridiction en France qui a des systèmes d'intelligence artificielle en production, c'est-à-dire actifs. Elle a ces systèmes d'intelligence artificielle parce que, historiquement, elle a eu la responsabilité de l'open data des décisions de justice par la loi de 2016, puis de 2019, et qu'elle a été confrontée à l'impossibilité de traiter ces décisions humainement. Donc on a développé, depuis 2019, un modèle qui a été créé en interne par la Cour, sans recours à des prestataires extérieurs, en internalisant des ressources techniques, humaines et technologiques. Donc c'est-à-dire qu'on a fait l'acquisition de GPU, de processeurs graphiques, pour faire tourner nos modèles. Voilà, ce premier modèle en 2019 a lancé un petit peu la Cour sur le chemin de l'intelligence artificielle. Elle a décidé de profiter des ressources qui lui avaient été allouées pour l'open data pour pousser un peu plus loin le déploiement de l'intelligence artificielle, dans cette idée que il y avait un vrai enjeu en termes d'administration de la justice et de gains de personnel et de gains de temps.
En 2020, on a diffusé notre deuxième modèle d'intelligence artificielle, qui fait pas rêver particulièrement. C'est un classifier, c'est un modèle d'orientation automatique des mémoires applicatives vers les chambres. Ça, c'est une technologie du début des années 90. C'est pas compliqué, ça a été développé en un mois, ça tourne sur un CPU, c'est-à-dire une puce graphique d'un ordinateur. Mais ça existe, et ça correspond en plus à la logique aujourd'hui que poursuit la Cour. Si c'est possible et si c'est pas cher, il faut le faire. En 2021, on a lancé un projet beaucoup plus ambitieux, Divergence. Ici, il s'agit de reproduire un raisonnement juridique, modéliser un raisonnement juridique d'une décision de la Cour de cassation pour obtenir des rapprochements entre ces décisions sur un stock de plusieurs centaines de milliers de décisions, avec un degré d'exigence et d'exactitude qui est extrêmement élevé puisqu'on est sur des standards Cour de cassation, c'est-à-dire qu'on ne veut pas la famille juridique qui nous intéresse, on veut le sujet, le critère de cette famille dans le cas d'espèce précis. Et le but de ce projet, c'est avant tout d'identifier s'il existe des divergences involontaires, vu la masse de données aujourd'hui qu'on traite entre les chambres de la Cour, ça peut exister, à savoir de décisions non diffusées qui, par exemple, ont rendu une décision légèrement différente sur un point, ce qui peut d'ailleurs entraîner des débats dans la doctrine, ou alors, au contraire, des divergences tout à fait volontaires. À la Cour de cassation, c'est plus rare, ou au sein des juridictions du fond, ce qu'on appelle alors des rébellions. Ce qui peut avoir un intérêt également pour la Cour de cassation, qui a un rôle d'harmonisation de la jurisprudence. C'est un projet extrêmement ambitieux, sur lequel on travaille. Donc, je travaille pour le côté métier juridique depuis 2021, en lien avec un data scientist depuis aujourd'hui 4 ans et demi. Et aujourd'hui, on n'a pas encore réussi à atteindre cet objectif, mais on a des résultats intermédiaires qui sont intéressants. L'année dernière, la Cour de cassation, non, c'est cette année, pardon, 28 avril 2025, la Cour de cassation a publié un rapport sur l'IA. Alors, c'est un rapport que j'ai co-rédigé. C'est un rapport qui est très classique dans le sens où on a beaucoup d'institutions aujourd'hui qui publient des rapports et des chartes, avec cette tentation parfois qu'on publie une charte ou un rapport qui parle de l'IA parce qu'on ne sait pas en faire. C'est un peu la tendance qu'on peut avoir à observer dans pas mal d'institutions. La différence de la Cour, c'est que la Cour en fait et qu'elle a décidé après d'en parler avant de passer à une étape supérieure, à une vitesse supérieure, c'est-à-dire de développer d'autres projets. Donc, ce rapport est tout à fait accessible sur Internet et je vous invite à le lire, puisque ce sera beaucoup plus exhaustif que ce que je pourrais vous en dire dans les 3 minutes qui me restent. C'est un rapport qui a un intérêt premier, c'est qu'il dégage un ensemble de critères juridiques, éthiques, épistémologiques, dirait ma présidente, qui aime beaucoup ce mot, techniques également, et qui confronte finalement un ensemble, une grille de scoring à chaque cas d'usage développé, afin que l'on puisse identifier rapidement si le projet est coûteux humainement, techniquement, dangereux éthiquement, légal, vis-à-vis des rares textes aujourd'hui que l'on sait pouvoir s'appliquer à l'IA, que sont la Convention cadre du Conseil de l'Europe et le RIA. Et au travers de ce panel, il nous permet de nous projeter, de nous dire ça c'est un projet qui est facilement réalisable à peu de frais. Donc c'est un quick win dans le langage des développeurs. Ça c'est un projet ambitieux qui nécessitera des ressources supplémentaires. Ça permet d'avoir une vision aujourd'hui claire de ce vers quoi on veut aller, sachant que la ligne aujourd'hui de la première présidence, c'est évidemment développer le plus possible la recherche documentaire, c'est-à-dire l'exploitation de nos immenses bases de données jurisprudentielles et des travaux préparatoires qui les accompagnent. Alors je suis désolé, c'est pas du tout sexy par rapport à la génération d'images, de sons, de voix et au deepfake, mais c'est une réalité aujourd'hui du travail de une bonne partie des 8000 magistrats français, à savoir qui font de la recherche et du droit. Et certains font de l'enquête, mais on peut pas tous s'amuser. Mais en tout cas, voilà, c'est une partie réelle du travail qui aujourd'hui occupe beaucoup les juges civilistes. Donc la recherche documentaire, évidemment, et l'assistance à la rédaction en tant que de besoin, et jusqu'à un certain point. Cette assistance à la rédaction ne pouvant dégénérer en une assistance à la décision, qui là poserait de véritables problématiques en termes de respect évidemment des droits fondamentaux et de droit d'avoir accès à un juge humain et empathique. Et je renvoie ici au développement très pertinent d'ailleurs qu'ont pu avoir nos 2 lauréates lycéennes en introduction de cette conférence.
Un grand merci, Monsieur Alain, chers collègues, sur cette réflexion très en avance de la Cour de cassation. C'est vrai que pour les magistrats, on n'a pas forcément cette image d'une juridiction qui soit aussi moderne et en pointe, et on se rend compte finalement que notre Cour suprême peut être tout à fait un phare et un modèle à suivre dans ce domaine. Donc merci beaucoup pour cet échange très intéressant. Je vais recéder la parole à Monsieur donc Kespit, qui va cette fois changer quelque part de perspective, pour ne pas dire de casquette, pour maintenant nous expliquer en quoi est-ce que l'intelligence artificielle peut être un outil pour les services d'enquête. Merci beaucoup, Monsieur Kespit, pour cette analyse très rapide. Je dois dire que mon travail de modératrice est particulièrement facilité par l'efficacité des intervenants et des timings qui sont parfaitement tenus. Merci beaucoup. Je cède la parole à Madame Emma Persson, qui est chercheuse à l'UNICRI, donc qui est un centre de recherche des Nations Unies sur la criminalité organisée. Peut-être pourra-t-elle d'ailleurs nous expliquer un peu mieux ce que fait l'UNICRI. Madame Persson, merci. Thank you very much. Good evening, everyone. My name is Emma Persson. I'm an Innovation and Technology Fellow at the UNICRI Center for AI and Robotics. And first of all, I would like to thank the French Embassy for inviting us here to speak today. Our center conducts several projects related to AI in the criminal justice field. So I'm very pleased to be presenting some of our projects which have solutions to a lot of the challenges you've just heard here today, especially the last one by Jeremy. It's very related to a few of our projects. Next slide, please. So just briefly, this is our center, and we're located right here in The Hague. It's actually just a 5-minute bike ride away on the other side of the Peace Palace. And it's part of UNICRI, which is a United Nations institute which aims to reduce crime and uphold justice and the rule of law. In our case, through emerging technologies, especially AI, as you can tell from our title. Next slide, please. Now, our mandate is quite broad. So we have several projects which tackle various angles, and they fall into 2 streams. One is policy formation, and the other is capacity building. So our policy formation projects can involve anything from research to publishing reports and practical applications. And our capacity building projects involve really hands-on trainings and interactive platforms. And you see a selection of 5 projects. I'll touch on these briefly in this presentation. Next slide, please. Firstly, AI Poll, which is a project that our center is conducting with Interpol, with funding from the European Union. And it builds on the Toolkit for Responsible AI Innovation in Law Enforcement. So our passionate young speakers from this morning will maybe appreciate this focus on responsible implementation of AI. And this project doesn't just focus on lawful AI, but it also has this great approach of really focusing on how to operationalize it in a law enforcement context. Next slide, please. And that's why the outputs from the AI poll are based on the outputs from the AI toolkit that came before it. And they include 7 practical resources, which you can see here. And these focus on translating theory into practice. So the guidance documents that you can see on the left explain essential concepts. And the practical tools on the right include a questionnaire to help agencies' leadership assess their readiness to engage with AI responsibly. It includes an assessment to help project teams determine and mitigate the risk that a certain tool may present. And it includes a workbook to prompt them to reflect, document, and apply responsible AI innovation practices. Next slide, please. So this toolkit is mainly aimed at law enforcement, but other stakeholders are also interested. It could be like criminal justice practitioners or even the general public. It's a shame you can't see that. But
a lot of people may be interested because this is a very practical application of responsible AI. So if you click on the next slide, if you are interested in this responsible AI toolkit, then you can scan the QR code or even go to the website because this is publicly available. There's no sensitive information there. And we've also built it into this website to make it more accessible because there are also the PDFs, so you can download the 7 PDFs, but it's much more easily navigate. It's more easy to navigate the online version. For this AI toolkit, we took an approach to responsible AI innovation based on globally accepted principles from 3 areas. One is AI ethics and one is law, and these 2 are generally relevant. And then we also took into account policing codes of conduct because of the focus of the audience of this toolkit for police. And from these, Unicre and Interpol identified 5 core principles, namely lawfulness, because AI should respect the law and human rights. 2, it should minimize any harm to people. 3, it should respect human autonomy. 4, promote fairness. And 5, it should be supported by good governance. Yes, that's fine. You can stay on that slide. So the core principles are supported by a set of instrumental principles that you can see below to further help agencies come up with appropriate measures to address AI risks. And we emphasize that this should be done not as a one-off, but on the left, as you see, like throughout this continuous cycle of an AI systems implementation. From the moment an agency plans to deploy an AI system, through to its use and monitoring, and if necessary, eventual decommissioning. If you end up finding that the AI systems start causing harm, you have to be willing to also decommission. So this is a continuous process. Next step, next slide. But like I said, principles, these are great, but they're only the first step. And the AI Toolkit resources were the second step. So the aim of our AI Pole project is now to put these principles into practice in different agency contexts. So building on the toolkit's resources, AI Pole will foster leadership, understanding of AI opportunities and risks. It will provide practical guidance around the implementation to specific of responsible AI, tailored to specific contexts, like I mentioned. In this case, we have currently 5 pilot agencies. And finally, AI Pole also aims to promote public trust and community engagement, which is absolutely crucial if you don't want a backlash to AI from the very community that law enforcement agencies are meant to protect. Next slide, yeah, thank you. So if you're interested, these are the 5 countries that are currently piloting the AI Pole project. We have Nigeria, Kazakhstan, Brazil, Oman, and India. And if any of your countries are interested in also applying this AI toolkit, that's also very possible. Next slide. So AI Pole was one of our largest projects, which mixes both policy and capacity building, as you might have understood. And another large project that we have is called the AI for Safer Children Initiative. And this one also focuses on a law enforcement audience, but in this case, for a specific crime type. Next slide. And this crime type is child sexual exploitation and abuse, because it's just a skyrocketing problem. As we saw in the previous presentation, there's enormous amounts of files that you have to process. And this is one of a huge potentially beneficial use of AI. So to provide quickly some background on the initiative, it's a joint collaboration with the Ministry of Interior of the United Arab Emirates, which we launched in 2020, with the overarching goal of supporting law enforcement agencies worldwide and leveraging the positive potential of AI tools to combat, again, this specific crime type. And we do that through 2 main activities. One is an online platform called the AI for Safer Children Global Hub. And this hub has information about various AI tools and techniques and responsible implementation.
And because it's important for collaboration, it also includes a community of, now it's over 1,200 investigators from 123 countries. So that's over half the world. And you can see we have currently over 100 AI tools, and these are just general use tools. They're specific for law enforcement investigations. Some of them were demonstrated by Jeremy earlier. They can be object detection, voice recognition. I heard a lot of emphasis on deepfakes. There's a lot of research on deepfake detection by AI. So there's all sorts of different AI tools. And the goal of this project is just to lay out all the possibilities that are available to AI, to law enforcement agencies. And finally, just like in the AI poll project, our next step was launching trainings, which specializes all of this information to individual contexts. And again, there's also been an overwhelming interest in these trainings. So we see that law enforcement really is interested in using AI tools and using them well. Because we launched these trainings in 2023, and we've already trained over 2,600 participants from 48 countries. So it's heartening to know that there's so much interest. Next slide. So this is just a map of the countries that are currently on the Global Hub, because as was mentioned earlier, like any crime, international collaboration is key. Next slide. Also, if you're interested, this is a screenshot of the Global Hub itself. Now, this one is exclusively for law enforcement because it's a very sensitive crime. It has some sensitive information. So this is a public landing page, but the rest of the pages you need a secure login to access. So if you can click one, you can see in the upper right, it's available in all 6 official UN languages, including French. If you click again, this is one of its main features is a catalog of AI tools, which we constantly update and refine. Next section. Yeah, and then because it's not as easy as just clicking a button and implementing these AI tools, we also have a learning center. Like in the first project I mentioned, you have to just restructure your workflow to make sure you implement it well. So this learning center provides guidance on how to do so. We can go to the next slide. So also, before I move on to the next project, we produced a report that is focused on the same crime type, but in this case, it has a slightly different angle. It's focused on offenders' misuse of AI. So if you're interested in this topic, we produced a report, which is also public, together with the Brecken Foundation and Value for Good. And it includes a section on the current legal status of AI-generated child sexual abuse material worldwide. So feel free to scan the QR code and see our findings. It's just a quick note. Moving on to the next, yes. So another capacity building project that we're doing, well, actually we recently wrapped it up, was together with the Walt Disney Foundation. And this one focused on AI literacy for parents and children, so a bit more on the prevention side, which is, of course, ideal to prevent crimes before they happen. And from this project, there were 2 main outputs. Both of them are public. Yes, the first is an AI literacy fact sheet for parents. So we give clearly laid out practical tips for parents on how to guide their children in using AI consciously and responsibly. And this is based on a lot of research and also our own surveys. So in the right-hand column, there are some interesting statistics that you can see. This is a very new technology for everyone. So we've also seen a lot of interest for parents who don't know about AI themselves. And they play a huge role in shaping their children's responsible use of AI. Next slide. And of course, because this focused on children, we also had to take into account their perspective. So our next output from this project included an AI literacy video for adolescents, because we focused on the age 13 to 17. So we developed and produced this short animated video ourselves to illustrate some basic principles of specifically generative AI, so chatbots. And even though it's aimed at adolescents, I'd recommend it for anyone interested in this area, because it illustrates, some basic concepts and how to use it well, which is a bit nicer than just getting a lecture and being talked at. Next slide.
And that said, we did give a lecture, but it was an interactive workshop. So it involved a lot of discussions. It was at a local high school here in The Hague. So we got to collect children's viewpoints themselves, which ended up also shaping both the video and the fact sheet for parents. So that was fun. We actually hope to replicate this if anyone's interested. Next slide. Now, the last two projects I will touch on. The first is called AI for Citizens. So this is an initiative by our center and BI Norwegian Business School and funded by the Research Council of Norway. And we'll soon publish two documents. One is a white paper on responsible AI considerations associated with privacy-preserving AI systems for crowd monitoring. And the second is our main output, which you can find via the QR code here, or it's coming soon. It'll be published via the QR code. And this includes actionable recommendations for law enforcement and other public safety entities on strategies to promote transparency and foster public trust in their use of AI. Like the AI poll, like I mentioned during the AI poll project, that's one huge aspect of responsible AI, is to ensure transparency and public trust, to ensure that using these AI tools doesn't backfire on you and cause more harm than good. Next one. And the last project I'm presenting to you is actually brand new, so we're very excited about it. It was just signed last month, and it's an AI literacy training for Qatari judiciary. So in this case, we're going to have a very thorough week-long training. We'll bring in-house and external experts for an interactive week of capacity building for criminal court judges to get a better understanding of this emerging technology and how it applies to them both when it arises in cases and how they might be able to leverage AI to support their own work. Next slide. So that is, in a nutshell, just a brief overview of the different kinds of projects and the expertise areas that our center has. And like we heard before, the way forward is technology, partnerships, and policy. I believe that's correct. And we hope to do exactly that in these different projects. So if you're interested in any of them, next slide, you can always contact us. You can contact me via my email and reach out anytime. And thank you for your attention. Thank you so much, Mrs. Persson. I've seen many people in the room very interested in taking some screenshot of your presentation, so I'm sure it will be very fruitful for a lot of us. Dernière intervention. Je vais céder la parole au docteur Christina Oss, qui est membre du département des affaires juridiques de la Cour internationale de justice et qui va nous expliquer en quoi la Cour internationale de justice, elle aussi, réfléchit à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans ses process. Un grand merci, Madame Oss, tout d'abord pour votre français absolument parfait et pour finalement cette synthèse aussi que vous avez faite de cette deuxième table ronde et peut-être même de cette journée du droit. À savoir de permettre la synergie et les échanges. On voit bien qu'on n'en est pas tous au même stade, qu'on n'a pas tous les mêmes besoins, bien sûr, mais je retiens quand même des idées clés, le besoin de gagner du temps, notamment dans les enquêtes, mais sans pour autant écarter l'humain. L'idée de continuous process, effectivement, on sent qu'on n'a pas fini, le coup de feu de départ a été donné, mais on ne sait pas à quelle vitesse ça va aller, on ne sait pas jusqu'où ça va aller, et peut-être que dans 10 ans, on sera là en train de réfléchir à un autre défi encore que l'intelligence artificielle. Il y a 10 ans, on n'en avait certainement pas du tout idée qu'on en serait là aujourd'hui. Et donc voilà, on ne sait pas ce que nous réservera effectivement l'avenir. Je retiens aussi les idées importantes de prévention, de formation et d'éducation. Et merci beaucoup, Madame Persson, pour les programmes que vous nous avez présentés. Et bien sûr, sur la nécessité de confidentialité.
Je crois vraiment qu'on a eu un très très beau panel de différentes institutions, cours, agences. Et je vous en remercie beaucoup. Je vous remercie aussi tous pour avoir tenu de manière impeccable le tempo. Une fois n'est pas coutume. Et je cède la parole à Monsieur l'ambassadeur qui nous fera donc quelques mots de conclusion sur cet événement. Voilà, écoutez, je voudrais surtout d'abord exprimer ma gratitude, mes remerciements aux intervenants des deux tables rondes pour la richesse très grande de leur contribution et pour effectivement leur discipline absolue. Je ne sais pas si c'est le thème qui a encouragé cette... mais en tout cas, c'était, je crois, extraordinairement éclairant. Je voudrais remercier évidemment l'ensemble des personnes présentes ici de nous avoir fait l'honneur de venir. Je voudrais remercier Marie et son équipe pour avoir préparé pour avoir organisé cet échange. Je pense que, en fait, ce que nous avons entendu confirme que le choix était particulier, le thème était particulièrement opportun parce qu'il a suscité des contributions, je l'ai dit, particulièrement riches, des plaidoiries également de nos jeunes lycéens extrêmement pertinentes. Ce que j'en retiens, personnellement, je voudrais pas résumer ce qui s'est dit, mais ce que j'en retiens, c'est évidemment l'éclairage qui a été donné sur un certain nombre de risques que présente évidemment l'intelligence artificielle, mal utilisée, utilisée en particulier par des milieux criminels, mais aussi, je crois, le besoin de l'intelligence artificielle. Un besoin, notamment justement pour faire face à ces risques, un besoin qui est évidemment divers selon les institutions, selon les secteurs. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir une approche absolument homogène, identique partout, mais ce qui, évidemment, nécessite que chacun fasse, si je puis dire, son analyse de ses besoins et des risques auxquels il fait face, en fonction aussi de son activité, en fonction de son expérience, en fonction de ses capacités. Je crois que, évidemment, l'intelligence artificielle et la manière de s'approprier ces techniques et ces procédures soulèvent des défis dans chaque institution, parce qu'on n'a pas forcément toute l'expertise technique aussi, et que ça demande un investissement. J'ai d'ailleurs été très impressionné par l'investissement que la Cour de cassation, par exemple, a fait, et ça montre aussi la nécessité de faire un investissement dans le temps. Cela suppose aussi que, en dehors des spécialistes qui, à travers un investissement particulier, ont atteint une maîtrise de ce sujet, il y a aussi un besoin pour nous tous, qui ne pouvons pas tous prétendre être des spécialistes, malgré tout, d'avoir une certaine compréhension de ce que cela représente. Et je pense qu'en réalité, nous sommes tous appelés, d'une manière ou d'une autre, à utiliser l'intelligence. Nous le faisons d'ailleurs à travers tous les jours, à travers les outils que nous utilisons. Donc je pense qu'il y a un besoin de comprendre l'enjeu, d'avoir aussi une certaine capacité d'utiliser cette intelligence artificielle. Et je pense que ça n'est pas évidemment uniquement dans le domaine de la justice, mais c'est dans tous les domaines. J'étais il y a 15 jours à Toulouse, je visitais Airbus et aussi une institution de formation aéronautique, et il y avait un échange, il y avait une représentante de KLM, la compagnie aérienne, qui est chargée de l'intelligence artificielle chez KLM, et qui disait que l'une des
l'un des besoins de la compagnie, c'était surtout d'avoir des gens qui sont capables d'utiliser l'intelligence artificielle. Et finalement, je pense que c'est un constat qu'on peut faire dans pratiquement toutes les organisations et toutes les institutions. Alors, je crois qu'il y a ce besoin d'utiliser. Il y a ce besoin d'identifier les potentialités qui sont grandes, en particulier dans le domaine de la justice, de façon diversifiée, d'identifier les limites aussi. Et je pense que un des sujets que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est, par exemple, pour certaines cours, de savoir où s'arrête exactement l'usage possible de l'intelligence artificielle, notamment lorsqu'on en vient au domaine de la décision. Je pense que c'est sans doute un des sujets qui mérite une réflexion particulière. Et en tout cas, et ce sera peut-être le dernier point, je pense qu'en tout cas, ça confirme le besoin de dialogue sur ce sujet, le besoin d'échange entre les différentes institutions, afin de connaître les différentes expériences, d'échange entre les différentes expériences nationales sur ce sujet. Chacun peut aussi avoir un point de vue différent. En tout cas, je suis heureux que ce soir nous ayons pu contribuer à ce dialogue et je vous souhaite de le poursuivre d'ailleurs autour d'un verre de l'amitié. Et je voudrais vraiment vous dire tout le bonheur que j'ai eu de vous accueillir ce soir. Merci à tous et à toutes. Juste un dernier mot pour vous signaler que ces échanges ont fait l'objet d'une captation d'images, donc une retranscription, grâce à Monsieur Bougnot de l'Alliance, que je remercie vraiment beaucoup. Comme la journée du droit de l'année dernière, toute cette soirée sera diffusée sur la chaîne YouTube de l'ambassade dans quelques jours, le temps de faire le montage. Je remercie à l'avance les personnes qui ont diffusé des slides, si c'est pas déjà fait, de nous les faire passer pour qu'on puisse également les intégrer à la vidéo. Donc si vous voulez voir et revoir ces échanges, les faire connaître autour de vous, voilà, ils seront disponibles sur la chaîne YouTube de l'ambassade. Merci beaucoup. Merci.